Ça a pris tellement de temps avant que j'arrive au Calax que finalement, là, je pouvais en parler et être écoutée et être entendue et être vue pour qui j'étais, pour tout ce qui s'est produit. Ça a été un gros morceau dans ce que j'avais de besoin. Parce que la détresse que je vivais à ce moment-là, j'avais l'impression de ne pas avoir de porte de sortie. D'une certaine façon, si je peux l'emmener comme ça, le Calax m'a sauvé la vie. Moi, c'est Vicky. J'ai 38 ans. Ça fait depuis 2019 que j'ai des services avec le Calax. J'aimerais juste mentionner une chose avant de commencer, c'est que je me sens pas comme une victime, ni comme une survivante, mais plutôt comme une victime de la société et de la culture du viol. Les médias m'ont appris certaines choses. La culture du viol, l'éducation que j'ai eue a fait en sorte que je suis, malheureusement, dans les statistiques. Quand je suis arrivée au Calax, c'était parce que j'étais rendue au bout du rouleau. Moi, quand j'ai essayé d'aller chercher de l'aide dans le système, je me suis rendu compte assez rapidement à quel point le système est malade. Parce que je n'ai pas eu d'aide. Si à un moment donné, alors que j'ai tiré la perche, qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait fait comme « ce que tu as de besoin, c'est le Calax », j'y aurais été avant. Mais vu que j'ai pas eu ça, il était rendu quasiment trop tard quand on m'a justement viré vers le Calax. Puis j'ai eu la chance, justement, d'avoir été pris en main assez rapidement. J'ai appelé, disons, un mardi, puis la semaine d'ensuite, j'avais ma rencontre avec mon intervenante. Pour une personne qui est en détresse, ça peut sembler extrêmement long, mais pour une personne qui est en détresse, mais qui veut encore de l'aide, c'est court. Je ne savais pas réellement ce que je venais chercher au Calax. La seule chose que je savais, c'est que ma vie était éparpillée un peu partout. J'avais des problèmes financiers, j'avais des problèmes au travail, j'avais des problèmes de santé. Puis je me rendais compte que même si j'essayais de mettre le doigt là-dessus en disant « bon, c'est ma santé mentale qui fait ça », je me rendais compte qu'il y avait autre chose en arrière de tout ça. Parce que justement, c'est que même si j'ai passé 10 ans à me dire « ça n'existe pas, il faut pas que j'en parle », puis avoir mis ça justement en dessous d'un tapis avec toute la poussière qui vient avec, tu te rends compte au fur et à mesure que tu avances que ça tourne plus. Et ma démarche avec le Calax a été de tirer sur le plaster pour pouvoir aller guérir qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Parce que je savais personnellement que je ne serais pas capable d'avancer tant et aussi longtemps que j'allais pas gratter le bobo, mettre un petit peu de polysporin dessus, puis en mettre un plaster, un beau bandage là, par-dessus ça, pour que ça guérisse comme du monde cette fois ici. La mission du Calax, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, c'est vraiment de travailler au niveau de l'aide directe, l'accompagnement des personnes avec un vécu de violence à caractère sexuel, l'accompagnement auprès des proches, le volet de prévention où est-ce qu'on va vraiment aller dans les écoles secondaires pour faire de la prévention dans le cadre des cours d'éducation à la sexualité, mais la prévention aussi au niveau des adultes.
Moi, je m'appelle Anne, je suis intervenante au Calax de l'Est Bas-Saint-Laurent depuis 2 ans maintenant, puis je suis intervenante à la mobilisation puis à la prévention auprès des adultes. On est un milieu d'intervention communautaire, fait que c'est sûr que nous, on offre des services qui sont pas de la psychothérapie. On offre des services d'accompagnement où est-ce qu'on va travailler au niveau des conséquences. Fait que c'est sûr qu'on a développé vraiment une expertise alentour de la problématique des violences à caractère sexuel. L'approche féministe, pour nous, c'est vraiment une approche qui reconnaît l'ensemble des systèmes d'oppression, mais principalement le patriarcat comme étant un système qui alimente, puis qui perpétue, qui excuse et qui banalise les violences à caractère sexuel. Le Calax, ça représente pour moi un espace de reprise de pouvoir collectif. Ça représente pour moi un espace sécuritaire où est-ce qu'on peut nommer, où est-ce qu'on peut dénoncer, où est-ce qu'on peut lutter, où est-ce qu'on peut guérir. Ça demande à ce qu'on se réinvente un monde, puis à ce qu'on pose un nouveau regard sur un système qui nous a fait violence, finalement. Pouvoir en parler avec elle a fait un bien immense. Même la première rencontre. T'es pas poussé, t'es pas barouetté, t'es pas... y a pas vraiment d'attente. C'est on va à ton rythme et le moment que t'es prêt à en parler, on va en parler. Et je pense que c'est ça qui fait la grosse différence. Ta première rencontre, c'est sûr que c'était stressant. On va se le dire, c'est énormément stressant. Première rencontre, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas qu'est-ce qui va se produire. Mais en même temps, tu rentres ici, il t'offre un verre d'eau, il t'offre un café, tout pour te faire sentir la bienvenue, puis t'accueillir les bras ouverts. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé du Calax. C'est chaleureux. Ça a commencé extrêmement jeune, même à un moment où est-ce que je savais pas qu'est-ce qui se produisait. À l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, j'ai des gens qui ont pris mon innocence pour une raison de prendre... Comment je dirais ça? Pour prendre mon innocence, justement. Tu sais. Puis par la suite, mes 8 ans, moi, est-ce que là, on m'a carrément bâillonné, j'avais pas le droit d'en parler, j'avais pas... Le fait de ne pas avoir été cru ou entendu dès les premiers moments, ça a resté marqué. Ça n'a pas pris de temps avant ça où est-ce que j'ai eu une régression. Je me suis mis à faire pipi sur moi-même, j'avais des cauchemars constants, j'ai commencé à dormir avec ma mère parce que justement, je dormais plus dans mon lit. Mes notes sont tombées en chute libre, ou alors que j'étais un élève modèle, et des problèmes de comportement. Tout le temps en chicane avec ma mère, tout le temps en chicane avec les gens alentour de moi. J'avais aucune estime de moi-même. Puis, au fur et à mesure des années, je suis devenue suicidaire, dépressive, très, très, très négative sur ma vision du monde, ma vision des gens. Puis aussi, encore là, l'aspect de mon corps m'appartient pas. Et pour reprendre le pouvoir, ben, j'acceptais des attouchements sexuels par l'entremise des garçons à l'école. Puis je me disais que c'était normal. Parce que c'est mon corps, je peux faire ce que je veux avec. Mais en même temps, est-ce que je m'écoutais réellement? Pas vraiment. Parce que justement, je ne savais pas comment m'écouter. C'est sûr que la culture du viol, ça affecte tout le monde. Donc, ça affecte pas seulement les personnes qui commettent les agressions, mais ça affecte aussi les personnes qui les vivent, tu sais. Fait que, par exemple, quand on parle de la méconnaissance du consentement ou la banalisation du consentement, ben ça peut se vivre par tout le monde, tu sais. Beaucoup des personnes qu'on reçoit en accompagnement, avec qui on va vivre les ateliers, justement, de déconstruction des impacts de la socialisation genrée, ben on va se rendre compte que ben, dans l'éducation de notre sexualité, on nous a appris à mettre un condom, mais on nous a pas appris à consentir.
Puis ça, c'est quelque chose de très, très, très problématique. Parce que tant et aussi longtemps qu'on peut pas faire confiance à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, à nos élans, à nos désirs, tant et aussi longtemps qu'on se permet pas à nous-mêmes de consentir, ben ça fait en sorte qu'on peut continuer de subir, puis on peut continuer d'être dans des situations qui sont non consenties, mais sans même s'en apercevoir finalement, tu sais. Fait que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont venir nous voir parce que ces personnes-là ont des doutes, puis se questionnent, puis se disent « me semble que je me suis pas sentie bien à ce moment-là, mais je sais pas comment l'expliquer. » J'ai dit oui, mais j'avais pas envie. On le sait à quel point il y en a des ondes grises, puis à quel point il y en a des ondes qui sont floues. Puis c'est important de mettre la lumière dans ces ondes-là parce que ces ondes-là sont tout aussi violentes pour les personnes qui les subissent. Il n'y a rien de sexy à avoir un rapport à caractère sexuel avec une personne qui n'est pas consentante. Il n'y a rien de sensuel, il n'y a rien d'excitant. C'est une agression à caractère sexuel quand une personne n'a pas envie, quand une personne dit non, que ce soit verbal ou non verbal. La bienveillance pour soi et les autres, c'est faire preuve d'ouverture, d'indulgence. Une agression à caractère sexuel, c'est une prise de pouvoir sur le corps d'une autre personne. Fait que vraiment, c'est quand l'intimité va être brisée, puis c'est quand l'intimité va pas être respectée. Le consentement, c'est quelque chose de central. Quand on n'est pas sûr du consentement d'une personne, quand il y a des silences ou quand il n'y a pas d'enthousiasme qui est démontré, ben c'est qu'il n'y a pas de consentement. Que ce soit des touchés, que ce soit des paroles, que ce soit justement des gestes à connotation sexuelle. En fait, l'ensemble de ces comportements-là qui sont non consentis, ben c'est une agression à caractère sexuel. D'une certaine façon, c'était jamais consentant. Parce que je me déconnectais complètement. À 4 ans, j'ai figé. Probablement trop jeune pour comprendre qu'est-ce qui se passait, on va se le dire, là. Celui-là de 8 ans, c'est vivide, c'est clair, c'est net, frais, précis. J'ai jusqu'à même l'odeur et la sensation quand on en parle. Et à 8 ans, je me suis débattue. Je savais qu'est-ce qui m'était arrivé. Je savais que c'était une agression sexuelle. Mais parce que j'ai été bâillonnée à partir de ce moment-là, toutes les fois d'ensuite, c'est je fige et je déconnecte. Mon corps est là, mais ma tête n'est plus là. Surtout celle-là de 37 ans où est-ce que je savais très bien qu'est-ce qui s'en venait, puis qu'est-ce qui était en train de se produire, puis la peur, puis l'angoisse, puis je veux pas qu'il se fâche contre moi parce que je veux pas que ça retourne vers moi. Tout ça mélangé dans une espèce de ben c'est de ma faute parce que c'est moi qui l'ai invité, c'est de ma faute parce que je me suis habillée un peu en aguicheuse et tout tout ce qu'on entend de la culture du viol aussi, là, les propos que les gens ont, qu'on fait comme ça n'a pas de bon sens, mais moi, je les avais dans ma tête, là. Puis je m'en suis voulu pendant longtemps. Puis à cette heure. Il y a des hauts, il y a des bas dans toute thérapie. Puis honnêtement, quand je me sentais stagnante, j'avais pas honte de le dire. J'ai l'impression que j'avance pas. J'ai l'impression que je viens de fesser un mur. Ça marche pas. Puis quand je le nommais, bien souvent, on m'apportait une autre façon de voir les choses. C'est important qu'on prenne conscience qu'on lutte contre une problématique qui est sociale, qui touche l'ensemble de la population. La raison pourquoi est-ce que je travaille au CALAC, c'est pour ma propre prise de pouvoir. Donc, passer de l'intime au politique, ben, c'était aussi à travers ça. Tu sais, veux pas, moi, ça fait quand même certaines années là, que je travaille dans les milieux d'intervention féministe. Puis quand tu vas à la racine de « OK, mais pourquoi est-ce que tu luttes? Pourquoi est-ce que tu te bats? » genre, c'est là que ça devient vulnérable, tu sais. Puis c'est là que c'est comme «
ah ben tu sais, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de guérir à travers ça, tu sais. Tu sais, souvent les personnes, quand ils arrivent ici au Calax, ils perçoivent pas que c'est possible de vivre sans violence, puis ils perçoivent pas que c'est possible de vivre sans souffrance. On le sait là, qu'au niveau de l'estime de soi, on le sait qu'au niveau de la honte, on le sait qu'au niveau de la culpabilité, qu'au niveau de la verbalisation, souvent ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'une personne nous parle de son vécu parce que ça a été tait pendant trop longtemps, parce que c'est encore trop fragile, parce que c'est blessé, parce que c'est une plaie qui est encore ouverte ou sur laquelle on a mis trop de plaster, là. Puis après avoir fait un accompagnement ou après avoir donné des outils ou après avoir cheminé dans les services du Calax, puis on voit l'évolution de ces personnes-là dans leur reprise de pouvoir, puis dans leur capacité de mettre des mots, puis de dénoncer, puis on voit là, souvent il y a le feu militant là, qui s'allume d'une certaine manière, là, puis le désir de redonner par la suite. C'est tellement beau de voir à quel point cette reprise de pouvoir-là finit par être contagieuse au final. C'est quand les gens y arrivent, puis ils sentent chez soi, puis enfin, c'est comme « Ah, enfin, je peux me déposer ici, enfin, je peux apparaître, enfin, je peux libérer ma parole, enfin, je peux briser le silence. » Ben, c'est tellement précieux, c'est tellement beau, c'est tellement, comment je peux dire, guérisseur. D'avoir la possibilité d'être entourée de femmes, de m'habiller, de sortir, de me préparer. J'ai pogné le goût, justement, à faire partie de la société, d'une certaine façon, que ce soit les milieux de vie, que ce soit les groupes fermés, que ce soit les groupes ouverts. Ça te permet d'avoir accès à d'autres gens qui n'ont pas le même parcours que toi, mais qui ont vécu les conséquences comme toi. Donc, tu te sens moins seul. C'est ça aussi la beauté du Calax. Tu as la possibilité de ne pas être seul. Quand tu as vécu des agressions sexuelles, essayer de reconnaître tes qualités, c'est extrêmement difficile. Tu les vois pas nécessairement. Je mentirais pas, là. Pour moi, ça a pris énormément de temps avant de faire comme non, OK, là, je me sens mieux. Là, je le fais pour moi. Puis là, je fais un tournant vers moi, vers je célèbre qui je suis. Mais je nierai jamais le pouvoir d'être entourée par ces femmes-là.